à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. Peut-on encore boire en France l'eau du robinet? Une question qui est posée régulièrement et qui fait l'objet de controverses. Faut-il être inquiet si l'on en consomme au quotidien? Car une récente enquête révèle que nos eaux sont contaminées par des polluants éternels. Réponse dans ce journal. Il est le Père Noël des Chinois, et oui, un véritable dieu vivant là-bas qui fait rêver petits et grands. Mais figurez-vous que ce Père Noël est vosgien. Le Grand JT des Territoires l'a rencontré. Ce sacré personnage nous a reçus chez lui avant son parcours de près de 8000 km et son départ pour l'Asie. Dans ce journal également, comment fabrique-t-on les raquettes de tennis de table des célèbres frères Lebrun? Des raquettes devenues championnes olympiques et qui font le tour du monde. Nous vous emmènerons en Moselle visiter une entreprise leader du marché qui équipe les frères Lebrun et aussi les plus grands champions. Enfin, des images exceptionnelles dans ce journal. Nous irons en Guyane, à bord d'une pirogue, pour une visite unique au monde. Nous nous sommes rendus dans la Romerie Saint-Maurice, située au cœur du fleuve Maroni. Elle nous ouvre ses portes et nous fait découvrir la fabrication du rhum guyanais. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Peut-on encore boire l'eau de notre robinet? C'est une action que beaucoup d'entre nous font chaque jour. Et pourtant, selon une récente enquête de l'ANS, nos eaux sont contaminées par des polluants éternels et parfois en grande quantité. Explication avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux, Antoine Rivalin et Romain Vallat. C'est un geste du quotidien pour des millions de personnes. Mais l'eau de notre robinet est-elle vraiment propre? Dans sa dernière étude, l'ANSES alerte sur une contamination de l'eau généralisée. Les consommateurs croisés ce matin sont résignés. C'est préoccupant, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut bien boire de l'eau. C'est inquiétant, tout à fait, oui. Mais de là, est-ce que je vais changer mon mode de consommation? Peut-être y réfléchir quand même. L'eau en bouteille est pas terrible. L'eau du robinet pose des problèmes, alors je ne sais pas. L'ANSES a étudié plus de 600 points d'eau en France, 3 en Gironde, pour mesurer la présence de polluants éternels. Résultat, on en retrouve dans une grande partie des échantillons analysés. Le PFHXS, 27%, le PFOS, 24%. Le TFA, un acide trifluoroacétique, a lui été retrouvé dans 92% des eaux. La lutte contre la présence de polluants éternels dans notre quotidien est un combat sanitaire que Nicolas Thierry mène depuis 3 ans. En mars 2024, le député a été à l'origine d'une loi visant à protéger les populations des risques liés au PFAS. On est face à une situation où les rapports scientifiques comme l'ANSES, celui qui vient de sortir, s'empilent. On voit un certain nombre de communes en France qui ne peuvent plus consommer les œufs, qui ne peuvent plus pêcher de poissons. Et qu'est-ce qu'on fait? On voit le gouvernement qui tergiverse. Même sur ma propre loi, ils n'ont toujours pas pris les décrets d'application. Des traces de polluants éternels sont bien présentes dans l'eau de notre robinet. Mais aujourd'hui, la quantité est conforme aux normes et l'eau distribuée serait sans danger pour notre santé. Tout autre chose maintenant, c'est une avancée majeure pour les personnes en situation de handicap. Depuis ce 1er décembre, les fauteuils roulants peuvent être intégralement remboursés et ce, peu importe leur prix. Plus de précisions avec ce reportage de 8 Mont-Blanc, Kezia Poudou, regardez. Tous les fauteuils roulants sont totalement remboursés. Pour la première fois de sa vie, Bernard va pouvoir bénéficier d'un fauteuil roulant tout neuf sans avoir à débourser un seul euro. C'est désormais possible grâce à une nouvelle réforme, un fauteuil entièrement adapté à ses besoins, choisi en fonction de son handicap et non plus de son prix. C'est plus confortable, c'est plus propre. Voilà, là je ne l'ai pas, ce qui fait que des fois, effectivement, je m'appuie sur la roue, qui n'est pas toujours propre. Pour un fauteuil manuel, la sécurité sociale remboursait environ 500 €, alors que celui de Bernard dépasse les 3500. Et pour certains fauteuils électriques, la facture pouvait monter à plus de 30 000 €. Mais l'accès à ce remboursement passe par un parcours bien encadré. Rendez-vous médicaux, évaluation précise des besoins ou encore essai du matériel. Ça complexifie un tout petit peu le parcours du patient qui va devoir faire plus de rendez-vous médicaux, mais comme il n'y a plus d'aspect financier extérieur, donc avant on avait des demandes de financement, MDPH, mutuelles, associations, etc., fonds privés des fois, ça pouvait mettre jusqu'à 1 an. Pour l'Association des paralysés de France, cette date du 1er décembre est historique.
Cela fait plus de 20 ans qu'elle se bat pour obtenir ce remboursement intégral. C'est un minimum, je pense, parce que nous, sans fauteuil, on ne peut rien faire. Donc, pour qu'on ait une vie sociale, que ça comprenne sociale, professionnelle, école, collège, enfin tout ça. Donc, c'est carrément de la dignité humaine. Pour autant, l'APF reste vigilante face à l'application de cette loi et entend poursuivre ses actions, notamment en ce qui concerne l'accessibilité. En France, 6,4 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant. C'est un chiffre très alarmant et pour beaucoup d'entre eux, cela est dû au manque de professionnels de santé proches de leur domicile. Pour lutter contre ce fléau, il existe des centres de santé itinérants. C'est le cas en Sarthe. Écoutons cette professionnelle de santé ainsi qu'un patient au micro de LMTV Sarthe, justement. L'enjeu, c'est pas juste d'être là dans le camion et à attendre que des personnes viennent vers nous. Il y aura un vrai enjeu de comment on va chercher les personnes qui sont vraiment éloignées du soin, qui n'ont peut-être pas eu l'habitude d'avoir un médecin. La couleur qu'aura le soin dans ce camion aura aussi la couleur de ce que les personnes attendent de nous. Je pense que j'ai une bonne bronchite, donc on n'a plus de médecin traitant. Donc ma femme a cherché un médecin sur Doctolib hier soir, et puis elle est tombée sur le minibus d'ici, donc qu'il y avait des places de disponibles aujourd'hui. L'accès aux soins avec ces centres de santé itinérants est également un enjeu majeur pour les collectivités. Cela permet d'augmenter l'attractivité de nos territoires, bien sûr. C'est ce que nous explique un élu de la Haute-Marne. Écoutons-le au micro de Puissance Télévisions. Pour notre communauté de communes, c'est très important puisque nous avons construit notre communauté de communes au service des habitants, des usagers et au service des communes. Nous nous réjouissons puisqu'on a un maillage maintenant qui est complet. Pour des médecins, c'est vrai que c'est un territoire où il n'y a pas beaucoup d'habitants au kilomètre carré. Les gens aujourd'hui préfèrent parfois s'installer dans les métropoles, les médecins. Donc pour nous, c'est l'idéal en fait. Tout autre chose maintenant, en ce début de mois de décembre, nous avons également célébré la Sainte Barbe, cet événement qui met à l'honneur des métiers d'une autre époque, tels que les mineurs. À Saint-Étienne, c'est une véritable tradition. La ville organise donc des célébrations autour de la mémoire, avec la présence du dernier mineur de la ville et de la transmission pour les enfants. Reportage de TL7, Alexandre Couzet. Cookie noir, menu spécial Sainte-Barbe, bal des petits mineurs. Saint-Étienne a vibré au rythme de la Sainte-Barbe entre souvenirs et transmission. Je trouve que c'est très bien d'avoir fait ça cette année. C'est bien que pour les enfants, comme ça ils connaîtront la vie des mineurs. Et en plus, tous les ateliers sont sympas. L'idée, c'est que l'année dernière, on a lancé le grand bal de la Sainte-Barbe au fil, qui s'est super bien passé. C'était trop bien pour les un peu plus vieux. Et on s'est dit, comment on fait en sorte pour que tout le monde aussi puisse en profiter. Et cette année, il y a aussi le bal des petits mineurs en avant du feu d'artifice. Comme ça, il y a un avant et un après feu d'artifice. C'était aussi de faire en sorte que les plus jeunes puissent comprendre aussi, petit à petit, on va pas faire grand chose. Il y a la Saint-Étienne qui joue ça. L'identité stéphanoise, que aussi cette ville, elle a une histoire. Aux côtés de Fernand Fraisse, 2 étudiants de l'école des mines découvrent le poids de la tradition et l'honneur de marcher dans les pas des mineurs. Pour moi, c'est un devoir en fait, un devoir un peu de mémoire pour nos anciens élèves qui sont morts dans des accidents de mines, pour les mineurs en général qui sont morts dans des accidents de mines, et aussi pour la ville de Saint-Étienne. Pour la première fois, Fernand Fraisse, l'un des derniers mineurs stéphanois en vie, est accompagné de 2 étudiants de l'école des mines pour porter ensemble la statue de la Sainte-Barbe. Un geste simple mais un symbole immense, la mémoire d'un passé qui se transmet aux générations futures. C'est un honneur pour les mineurs et puis pour tous ceux qui sont disparus, les mineurs disparus et leurs familles aussi. Voilà, donc alors les jeunes qu'on a pris, parce que malheureusement on avait un porteur qui est gravement malade là, on n'est pas éternel, donc j'espère qu'ils prendront la relève, quoi. Laissez-moi maintenant vous présenter Alain. Ce Vosgien s'apprête à s'envoler pour la Chine, où il est une véritable star. Chaque année, cet ancien bûcheron parcourt plus de 8000 km pour enfiler son costume de Père Noël pour le plus grand bonheur des locaux. Vosges TV a pu rencontrer cette star avant son départ. Regardez ce reportage. Chaque année, à pareille époque, c'est le même rituel pour ce Jéromois, Alain Simonin, bûcheron à la retraite, direction Francfort, puis Chengdu en Chine et ses quelques 26 millions d'habitants. Car là-bas, il n'est plus le Jéromois de 73 ans, mais le Père Noël. C'est au sein du plus grand centre commercial du monde qu'il officie et il y est accueilli en grande pompe. Pour les Chinois, je suis un symbole, je suis un demi-dieu, sinon un complet. Je viens d'un pays d'Europe, je ne sais pas trop lequel, où il fait froid.
Et je représente quelque chose de magique. Mais si passer des rives du lac de la Perle des Vosges à l'une des villes chinoises les plus peuplées est presque devenu une habitude, ça n'a pas toujours été le cas. J'étais mal à l'aise dans ce luxe. Et je me demandais ce qu'ils me voulaient, quoi. Je ne comprenais pas comment les gens pouvaient aduler quelqu'un comme ça. Et pourtant, chefs d'entreprise, ambassadeurs étrangers ou scolaires et autres centres commerciaux, tous se l'arrachent. Chaque fois, le voyage est différent et apporte son lot d'anecdotes. Je prends le micro, je vais vous apprendre des mots de français. Joyeux Noël. Noël. Non. Joyeux Noël. Et là, 3000 gamins ensemble. Joyeux Noël. J'ai cru que les vitres de tous les bâtiments autour allaient péter. Pour autant, cette année, les espoirs des jeunes Chinois ont bien failli être déçus. Le Père Noël vosgien se remet tout juste d'une triple fracture du bassin. Alors le séjour sera écourté, mais pas question de l'annuler. Moi, comme vous voyez physiquement, je suis juste de passage dans l'habit du Père Noël. Après, il y aura fatalement un autre. Alain Simonin devrait être de retour en France pour la fin du mois de décembre avec de nombreuses valises de cadeaux et un petit cachet en poche. En cette période de Noël, les chocolateries font le plein de visiteurs. C'est une période importante pour ces boutiques. Chocolat noir, au lait, aux pralines. À vous de choisir, ils sont tous bons. Et cette année, il y a une formule qui plaît beaucoup, les coffrets 100% sur mesure. Ici, vous choisissez chaque pièce que vous souhaitez offrir. Reportage sur place de Puissance Télévision à Bar-le-Duc, dans la Meuse. Dans cette boîte, tout est possible. Des chocolats traditionnels, des assortiments plus originaux ou même une gamme sans lactose pour les personnes intolérantes. Ici, chaque coffret est entièrement personnalisable. Le client choisit pièce par pièce ce qu'il veut offrir ou s'offrir. Bienvenue chez Carrément Chocolat, une boutique gourmande au cœur de Bar-le-Duc, bien connue des Barésiens depuis maintenant 10 ans. Ouverte chaque jour de la semaine, elle propose une large variété de douceurs chocolatées et sucrées, sélectionnées pour tous les goûts et toutes les occasions. Je suis très attachée aux emballages. Je pense qu'un cadeau réussi, c'est aussi du souvenir. Et quand on arrive avec un bel objet, j'ai tout de suite quelque chose de plus. Il faut que ça soit aussi beau que bon et il faut que ça soit généreux. Quand on fait ça, on est généreux. Entre les commandes personnalisées, les boîtes cadeaux et les gourmandises de fin d'année, Carrément Chocolat vit l'une de ses périodes les plus animées. À l'approche des fêtes, les incontournables de la saison sont bien présents dans les rayons. Le pain d'épices, c'est vraiment le traditionnel. Le traditionnel. Et puis ensuite, effectivement, les moulages de Saint-Nicolas. Une sélection variée, renouvelée chaque année pour répondre aux attentes des clients. Ce large choix attire du monde. En décembre, la boutique est souvent pleine. C'est l'ouverture des festivités, c'est décembre qui démarre avec la Saint-Nicolas et les gens se baignent dans une ambiance festive où ils sont dans le partage et veulent profiter. Et sur toutes les boîtes, un dernier détail qui fait la signature de la maison, un joli petit ruban, un nœud qui veut dire un peu de douceur, un peu de fête et beaucoup de gourmandise. Et puis en ce mois de décembre, c'est également l'ouverture de la saison des oursins, produit incontournable de cette fin d'année. Malheureusement, pour la 3e année consécutive, la pêche est interdite à cause de la rareté de cette espèce. Un manque à gagner pour les pêcheurs qui sont inquiets. Exemple en Martinique avec ce reportage de ATV à Sainte-Luce. Que ce soit en Blaf, à La Tête ou en Accra, l'oursin fait partie de nos gourmandises de fin d'année depuis des générations. Mais depuis 3 ans, ce délicieux fruit de mer est devenu inaccessible en raison de l'interdiction qui pèse sur sa pêche. Les pilleurs, les gens qui respectent pas la loi, et puis il y a les sargasses à l'entour des côtes qui lâchent des trucs toxiques et les oursins ne peuvent pas s'accrocher et puis peuvent résister à la chaleur et puis le climat. Avant, c'était pas comme ça. Je retourne ça en arrière dans ma tête, je fais le film, je dis, avant, on a bien profité dans la jeunesse. Il y a des gens qui n'ont pas profité, qui ne connaissent pas ça. Moi, j'ai profité à fond. Cette fermeture crée une nouvelle pénurie pour les établissements spécialisés dans les produits de la mer. Pour les restaurateurs à Sainte-Luce, l'absence d'oursins se fait particulièrement sentir, entraînant une perte de revenus et de clients, surtout en basse saison. Vous savez que le mois de novembre, c'est un mois extrêmement calme pour nous, puisque la saison touristique n'a pas tout à fait commencé. Donc, c'est un gros manque à gagner de ne pas avoir ces oursins. À l'avenir, une prospection devrait être faite pour envisager une réouverture ou pas. Par la suite, une déception qui se fait ressentir du côté des marins pêcheurs, car cette interdiction vient aussi entraver leurs revenus de fin d'année. Je ne suis pas d'accord pour fermer les oursins tous les 3 ans, parce que c'est ça qui nous paie les charges. Oui, nos familles, tout ça, ça nous aide beaucoup. Une interdiction qui laisse un vide, tant dans les assiettes que dans les filets.
une situation qui pourrait durablement affecter l'économie locale. Nous vous en parlions dans les précédentes éditions. Les stations de ski se mobilisent pour finaliser les derniers détails avant l'arrivée des premiers vacanciers. Cela passe notamment par la préparation des pistes de ski, bien sûr. Et cette année encore, bon nombre de stations sont obligées d'utiliser de la neige artificielle. Cette fausse neige est produite grâce à des nivoculteurs. À Pérargudes, dans les Pyrénées, Benoît nous présente ce métier peu connu au micro de nos confrères de La Dépêche du Midi. La neige fabriquée, elle est excellente, quoi. Elle est excellente, elle est sèche. On ne peut pas en faire une boule de neige. Elle est très sèche, elle est excellente. Ce qu'il y a là-dessus, ce sera du velours. Mon métier, c'est nivoculteur. Ça veut dire la culture de la neige. Donc là, on est dans notre usine de production. C'est ici que l'on turbine l'eau et que l'on produit l'air comprimé pour la fabrication de la neige de culture. En règle générale, on a besoin de 300 000 m3 d'eau pour une saison. Tout autre chose maintenant, je suis sûr que vous connaissez les frères Lebrun, Alexis et Félix, qui sont champions du monde de tennis de table et qui font partie des meilleurs joueurs au monde. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez acheter les mêmes raquettes que ces prodiges, et c'est une entreprise mosellane qui les fabrique. Je vous propose une immersion au cœur de son fonctionnement grâce à ce reportage de Moselle TV. Regardez. Qui aurait pu deviner que dans la petite commune de Spicheren, à la frontière allemande, se cache une entreprise phare du tennis de table français. En 46 ans, la PME Vaxsport est devenue le leader des équipementiers sportifs dans sa catégorie. 13 salariés pour un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 5 millions d'euros, mais quel est le secret de cette entreprise familiale? Ça commence par un catalogue de 210 pages et 5500 références. On va avoir effectivement différentes sortes de bois, et pour chaque bois, il y a plusieurs formes de manches. Et ensuite, pour chaque revêtement, référence de revêtement, on va avoir plusieurs épaisseurs de mousse. Une multitude d'articles disponibles pour les pongistes du dimanche, mais le cœur de cible de Vaxsport, c'est les joueurs licenciés. Et là encore, la PME se distingue avec une gamme de haut niveau, voire de très haut niveau. Aujourd'hui, à très haut niveau, il y a très peu de joueurs qui se passent des bois carbone et justement des nouveaux revêtements qu'on va classifié comme revêtement hybride, c'est-à-dire c'est une nouvelle génération de revêtements qui est sortie maintenant il y a 2 ans à peu près. Leur meilleure vente, la raquette d'Alexis Lebrun. Bois de dernière génération, revêtement de dernière génération, et c'est exactement la raquette avec laquelle il joue. Il n'y a pas de transformation ou autre chose. Une image d'équipementier de très haut niveau, certifiée par leur partenariat des équipes de France et du club de Nîmes-Montpellier, dont sont issus les frères Lebrun. Ces deux stars ont porté un maillot sponsorisé par Vaxsport lors des championnats d'Europe par équipe qu'ils ont gagnés. Pour nous, c'est très important d'être affichés sur leur maillot, de les voir à l'international, nous faire briller. C'est une manière pour nous de nous faire connaître. En 2024, année olympique, 20% de nouveaux licenciés s'étaient inscrits au tennis de table. Ce fut une année record pour Vaxsport qui continue d'être porté par cette dynamique. Voilà, et puis vous avez tous vu les frères Lebrun jouer avec le président de la République Emmanuel Macron lors de son voyage officiel en Chine la semaine dernière. Je vous le disais dans les titres, au cœur du Maroni, en Guyane, la Rhummerie Saint-Maurice est installée depuis plus de 100 ans. Les spiritueux de la maison sont devenus de véritables emblèmes des Antilles. Et je vous emmène donc au cœur de cette institution qui vient d'inaugurer un parcours touristique unique au monde, en pirogue. Des images exceptionnelles proposées par la chronique du Maroni, nos partenaires. Une balade en pirogue pour s'imprégner de la culture de l'Ouest guyanais. C'est la nouvelle idée de la Rhummerie Saint-Maurice installée à Saint-Laurent-du-Maroni depuis 1917. Nous allons inaugurer un circuit touristique avec un accès à la Rhummerie en pirogue. Je crois que c'est unique au monde et donc à Saint-Laurent-du-Maroni nous avons beaucoup de choses uniques, mais maintenant nous avons une chose en plus, c'est la seule Rhummerie au monde qui se visite en pirogue. Racheté Ernest Prévost il y a 2 ans et demi par le groupe GBH de la famille Alliot, déjà propriétaire des Rhummeries martiniquaises Clément et JM, l'unique Rhummerie de Guyane innove et le fait savoir.
L'occasion aussi pour la distillerie Saint-Maurice de recevoir des mains de l'État une distinction, le label entreprise du patrimoine vivant. Un club très fermé de 1000 entreprises françaises, dans lequel il y a déjà une entreprise guyanaise, Tige Verte, qui fait de la coutellerie. Et ce label, il reconnaît une excellence d'un savoir-faire, et puis la rencontre entre une tradition séculaire et puis une capacité d'innovation. L'entreprise a aussi décidé de doubler sa production d'ici 1 à 2 ans en faisant l'acquisition de terres agricoles sur le plateau des Mines, à quelques kilomètres de Saint-Laurent, et la création de plusieurs emplois dans le secteur agricole sont aussi prévus. On est très heureux de s'associer d'abord aux planteurs guyanais qui nous accompagnent, mais aussi d'augmenter un peu la capacité de produire de la canne. On a monté une école de formation qui s'appelle l'école des métiers GBH à Cayenne. On est convaincu que c'est la responsabilité des entreprises d'aider cette jeunesse guyanaise à être mieux formée. Même si la priorité reste le marché guyanais, les bouteilles seront aussi progressivement mises à la vente en hexagone et en fonction de la demande à l'international. Voici la tendance des fast-foods ces derniers mois, le crousti. Ce plat à base de riz et de poulet pané, croustillant, qui fait sensation, notamment sur les réseaux sociaux. Partout en France, des établissements fleurissent pour satisfaire la demande croissante des consommateurs. Et à Nantes, par exemple, les restaurateurs surfent sur cette vague du crousti. Reportage de Télé Nantes sur place. Pour ma part, ça va être un riz crousti aigre douce. Une base de riz, du poulet pané croustillant, de la sauce et du persil. Le crousti, c'est le plat du moment. Il séduit les jeunes et les restaurants spécialisés fleurissent à Nantes, comme Au Crousti, lancé début novembre. On a surfé sur la hype du moment et on a décidé d'ouvrir Au Crousti. Nous, en tant que provinciaux, on surfe sur la vague parisienne, sur les réseaux sociaux. Tu es obligé de surfer sur les concepts qui marchent, sur les concepts du moment pour plaire à nos jeunes qui aujourd'hui sont les premiers consommateurs, on va dire. Entre 8 et 12 € pour ce plat de street food. Et ça marche. Ce midi, les clients sont nombreux. C'est grâce au réseau, TikTok plutôt. Et à force de voir des vidéos, ça m'a donné envie de venir tester directement. Je trouve qu'en fait, c'est un plat consistant et en fait, on le mange, on enchaîne et on s'en lasse pas. Avec la sauce, c'est pas sec. C'est super bon. J'en ai déjà testé quelques-uns et en vrai, mon but, c'est de tester plusieurs marques pour voir lequel est le meilleur. 100% crousti original, Mon Crousti, Crousti Mood, Crousti Banger. On recense aujourd'hui une dizaine d'offres à Nantes, restaurants ou simplement en livraison. D'ici un mois, l'enseigne Tasty Crousti ouvrira quelques mètres plus loin. Une ouverture très attendue puisque la marque est incontournable sur TikTok avec plus de 160 000 abonnés. Tout autre chose maintenant, l'intelligence artificielle est présente partout dans notre quotidien et même à l'école. Les élèves l'utilisent pour faire leurs devoirs ou pour leurs examens aussi. Des chercheurs travaillent en ce moment pour l'intégrer de manière encadrée dans l'enseignement, notamment dans le travail des professeurs. Écoutons justement une chercheuse sur ce sujet au micro de Télépaisé, nos confrères en Corse. On a fait une étude et justement, il y a 3 moments pédagogiques. Il y a celui de la préparation, celui de la classe et celui de l'évaluation. Là où il y a les plus utiles actuellement pour les enseignants, c'est la préparation des cours. Donc là, l'enseignant a une idée et puis il peut utiliser l'IA pour raffiner des idées, même pour faire une séquence adaptée à un élève qui aurait des besoins particuliers. Donc pour la préparation du matériel scolaire, pour la préparation des activités, c'est excellent. C'est un peu moins approprié encore pour l'évaluation, donc il y a certaines tâches sur lesquelles l'IA peut nous aider, mais il reste quand même que c'est l'enseignant qui doit contrôler. Et puis quelquefois dans ce journal, une page lecture. Pour le finir, je vous propose une idée avec le dernier roman d'Antoine Sénanque, Adieu Colima. L'auteur nous plonge dans le froid glacial de la Sibérie, entre le goulag de Colima et Budapest, où se joue une traque sans pitié entre les services de sécurité soviétiques et l'héroïne du roman. Un polar implacable, un roman d'amour aussi que nous présente Christophe Rigaud pour le Grand JT des Territoires. Avec Adieu Colima, Antoine Sénanque embarque le lecteur à Budapest en 1956, au lendemain de l'insurrection écrasée par les chars soviétiques. On y retrouve Sila, son héroïne, une ancienne détenue du célèbre goulag soviétique de la Colima. Je voulais faire un livre sur une combattante, sur une femme combattante, qui n'a connu dans sa vie que la brutalité et la violence, et qui rencontre une grande histoire d'amour,
qui va modifier complètement le sens de son existence. Et pour ma combattante, il me fallait un grand adversaire. Et ce grand adversaire, j'ai choisi d'en faire la Kolyma. La Kolyma, c'est une région sibérienne dans l'extrême est de la Sibérie, qui est une des régions les plus désertiques du globe, où il fait jusqu'à moins 50, moins 60 degrés, donc des conditions vraiment extrêmement difficiles. À Budapest, son passé au service de la mafia du Goulag rattrape Sila et l'oblige à reprendre les armes. Le lecteur entre alors dans un roman policier haletant, une traque qui le mène de Budapest à Kiev, Moscou, puis de nouveau dans le crématoire blanc de la Kolyma. Je voulais que cette femme, justement, dans cet univers d'hommes, cet univers de violence, arrive justement à se transcender et à se racheter, puisqu'elle a un passé très très lourd, puisqu'elle a été longtemps une tueuse dans le clan des frères Vadas qui dominait toute la pègre des pays de l'Est à l'époque. Et je voulais que cette femme, justement marquée par l'histoire, se rencontre finalement le rachat. Et le rachat, il passe par une grande histoire d'amour, puisqu'elle va tomber amoureuse d'une autre femme. Et le livre, en fait, suit l'itinéraire de ces deux femmes dans un monde bouleversé, le monde des années 50. Adieu Kolyma explore la violence, la mémoire du mal et la possibilité de la rédemption dans un monde en plein chaos, une grande fresque historique et un récit romanesque que le lecteur n'est pas prêt d'oublier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.